Bonjour tout le monde, merci d'être ici. On va parler de quelque chose, d'un sujet qui est important, la question climatique, qui malheureusement n'est pas bien représentée dans cette élection fédérale. Pendant que bien du monde parle de sécurité en des termes militaires et économiques, nous, au Parti Vert, on comprend que la plus grande menace à notre souveraineté, la plus grande menace à notre économie et surtout à notre bien-être, c'est d'abord et avant tout, et ça demeure, la crise climatique. Cette menace, elle est déjà là. Au Québec, comme ailleurs dans le reste du pays, la crise climatique, elle est réelle, elle est sentie par plusieurs communautés et elle menace nos vies, notre économie et notre souveraineté. En 2023, c'est plus de 45 000 Québécois et Québécoises qui ont été déplacés de leur foyer à cause des incendies de forêt qui ont ravagé le nord du Québec. C'est un record. À Sept-Îles, à Val-d'Or, dans les Laurentides, il y a des gens qui ont dû fuir en quelques instants en apportant peu de choses avec eux, qui ont connu le trauma du déplacement. Et ça, sans pouvoir souvent, encore une fois, ramasser leurs effets personnels, qui ont perdu leur maison. À Lebel-sur-Quévillon, on avait des flammes qui s'élevaient à la hauteur des bâtiments. L'évacuation complète d'une ville, ici au Québec, en 2023, c'est quelque chose qu'on ne veut pas revoir. En Abitibi, il y a des gens qui n'ont toujours pas retrouvé leur maison. Puis pendant ce temps-là, on a la hausse des océans qui s'effectuent. On a l'érosion côtière qui affecte la Gaspésie, la Côte-Nord, la mer qui ronge le côté des rives, qui affecte les routes, l'infrastructure. Et on a des tempêtes de plus en plus violentes. En 2022, on a eu ce phénomène rarissime, mais qui va devenir de plus en plus courant, un ouragan qui a affecté l'Atlantique en ravageant les îles de la Madeleine, le littoral de Terre-Neuve également, qui a laissé des milliers de Québécois sans électricité pendant plusieurs jours. On a des tornades aujourd'hui au Québec. Il y a 20 ans, c'est quelque chose qu'on voyait à peine. Et maintenant, on a entre 6 et 12 tornades par année, dont plusieurs qui sont de force F1 et F2, qui arrachent les toits, qui déracinent les arbres, qui coupent les lignes électriques. Ça, c'est une nouvelle réalité à laquelle on doit aujourd'hui s'adapter. À travers le Canada, en 2023, c'est 230 000 personnes qui ont été déplacées à cause d'incidents reliés à la crise climatique. C'est un sommet historique et quelque chose qu'on ne veut pas voir se répéter. C'est pas juste une crise qui devient de plus en plus humanitaire et sécuritaire, c'est aussi une crise de santé publique. L'an dernier, on a eu les feux de forêt. Il y a 2 ans, les feux de forêt qui ont recouvert les rues de Montréal, de Toronto, d'Ottawa avec une fumée âcre, difficile à respirer. Des millions de personnes qui ont respiré donc un air qui était toxique et les impacts à long terme de ces nuages de fumée-là vont se faire ressentir sur les poumons des enfants, sur la santé des personnes âgées, sur les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires qui sont importants. La crise climatique, elle a un impact de santé publique qui est réel et qui doit être pris en considération. Parlons des coûts économiques. On a en 2023 des pertes assurées liées aux catastrophes climatiques qui ont dépassé 3,1 milliards de dollars au Canada, mais des pertes totales qui pourraient s'approcher des 9 milliards au total. C'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'on parle de perte de productivité, on parle de perte de propriété aussi, beaucoup de biens qui sont non assurés. Et ça, c'est juste pendant une seule année. D'ici 2050, on s'attend, selon l'Institut climatique du Canada, que les coûts de la crise climatique dépasseront les 100 milliards de dollars par année. 100 milliards de dollars, si rien n'est fait pour protéger nos communautés et réduire nos émissions. Les compagnies d'assurance sont en train de tirer de la sonnette d'alarme. Il y en a qui refusent d'assurer des maisons. On le voit d'ailleurs dans la belle région de Charlevoix, en zone de risque. Il y a des banques qui s'inquiètent d'un effondrement du marché immobilier un peu partout à travers le pays. On a des municipalités aussi qui risquent la faillite parce qu'on se rappellera que le coût souvent de l'infrastructure est passé aux municipalités qui ont beaucoup moins de moyens que le gouvernement provincial et fédéral. Donc on n'est pas du tout sur la bonne voie pour atteindre nos cibles climatiques. Je pense que la plupart des gens le savent. Le Canada a raté toutes ses cibles. Depuis l'accord de Paris qui a été signé en 2015, les émissions ont augmenté et on est le seul pays du G7 qui est dans cette situation présentement. Et là, même si on s'est engagé à limiter le réchauffement à 1,5 degré d'ici 2029, malheureusement, on sait on va avoir des problèmes
réel. Au Canada, on s'attend à ce que ce réchauffement atteigne les 3 degrés à cause de notre géographie nordique. Et ça a des impacts concrets sur l'économie canadienne. La concentration de gaz à effet de serre, de CO2 dans l'atmosphère, présentement, elle est à 424 parties par million. Donc, c'est un sommet historique en 3 millions d'années. 3 millions d'années, c'est pas juste une théorie, ça c'est de la physique, c'est de la chimie. C'est la science qui nous le dit. L'an dernier, on a eu des impacts concrets de cette accumulation du carbone dans l'atmosphère. Et là, si on ne change pas de cap, on fonce droit vers le mur. C'est très clair. On va avoir des sécheresses dans les prairies, des récoltes qui vont être affectées en Ontario, des inondations. On en voit déjà, on va en avoir plus. Et ça, évidemment, ça risque aussi d'apporter des conséquences en santé publique, en production alimentaire. C'est pas juste une prédiction, tout ça, c'est une échéance. Mais il y a une autre voie qui s'offre à nous. Il y a une voie qui est juste, qui est ambitieuse, qui est verte. Nous, au Parti Vert, on propose une loi sur le climat qui va imposer des cibles contraignantes. Alignées avec la science, on veut réduire nos émissions de 60% d'ici 2030 et atteindre un zéro émission réelle, donc pas juste le net zéro ici, mais une nette réduction des émissions d'ici 2050, pas du net zéro, encore une fois, mais du zéro émission. Chaque secteur économique aura un budget de carbone et ceux qui dépasseront ce budget-là vont devoir payer. Pas les contribuables, les entreprises. On veut éliminer toutes les subventions aux combustibles fossiles, aucun nouveau projet d'exploitation et d'exportation des émissions de l'industrie et des industries fossiles ici au Canada ne verra le jour sous une gouverne verte. Et puis d'ici 2045, on veut mettre fin à la production et l'exportation de pétrole. Donc on veut investir plutôt massivement dans les énergies renouvelables, que ce soit au niveau du solaire, de l'éolien. Il faut qu'on ait du stockage de longue durée, il faut qu'on ait des fils de transmission électrique, un réseau de transmission électrique pan-canadien d'est en ouest. Et ça, on veut le faire sans laisser personne derrière. Il faut parler de la transition juste pour les travailleurs de l'industrie pétrolière et gazière au Canada. On va adopter une loi sur la transition juste pour garantir un soutien aux revenus, des formations pour aider les employés de ce secteur-là à plutôt équiper les Canadiens, les communautés à travers le pays avec les ressources et les technologies nécessaires pour faire face au changement climatique, pour décarboniser notre énergie et notre économie. On va créer, on l'a annoncé récemment, un corps national de défense civile, entre autres pour restaurer les écosystèmes, pour prévenir les feux, répondre aux urgences, augmenter la résilience des Canadiens face au changement climatique. Ça, ce sont des milliers d'emplois qui sont verts, qui vont servir à protéger le Canada et protéger nos communautés des impacts des changements climatiques et d'autres menaces, incluant celles venant de l'extérieur. Parce que, pour rebâtir notre pays, il faut s'assurer aussi de répondre à la question climatiques. Ce sont des dangers qui existent présentement, qui affectent des milliers d'entre nous et ce qu'on voit, ce qu'on entend de la part des conservateurs et des libéraux est bien en deçà de la marque nécessaire. Finalement, on veut appliquer pleinement le projet de loi C-226, le projet de loi qu'Élisabeth May a fait passer à la Chambre des communes pour avoir un véritable bureau national de la justice environnementale. On veut plus d'eau empoisonnée dans les communautés autochtones. On ne veut pas avoir d'autres situations où des communautés, notamment autochtones, sont exposées plus que d'autres à la pollution environnementale. C'est inacceptable au Canada en 2025. Et sur ce terme-là, il faut dire que la justice climatique, elle passe et elle va continuer à passer par la question de la réconciliation. Il ne reste pas beaucoup de temps pour faire face au changement climatique. On parle d'environ 5 ans. Et les 5 prochaines années vont déterminer si le Canada va devenir un exemple malheureux pour le reste du monde ou un exemple de ce qui peut être fait quand une nation décide de se prendre en main et d'entrer dans l'économie du futur. Nous, on choisit l'action, au contraire des libéraux qui viennent de couper le budget de voyage, par exemple, des membres, des scientifiques qui participent dans les conférences internationales sur le climat, une décision qu'on condamne fermement. Je passe en anglais. Thank you everyone for, Thank you everyone for being here. Many people speak about security in terms of military power or economic terms. But we in the Green Party, we understand something essential, that the greatest threat to our sovereignty, our health right now is the climate emergency.
and the threat is already here in Quebec and across the country. The climate crisis is not some distant possibility. It is here and it is real. It's something that's putting lives and people and jobs at risk, and something that we want to respond to. In 2023, it was over 45,000 Quebecers that were forced to flee their homes because of wildfires, the highest number ever recorded. Along the coastlines of Canada, the ocean is swallowing roads, it's affecting communities. We are seeing infrastructure affected by the rising level of the seas, by torrential rainfalls. We were also hit here in the Atlantic with the rare and devastating Hurricane Fiona that affected many people in Newfoundland and Labrador, as well as in Nova Scotia and New Brunswick, leaving thousands of people without power for days. What about tornadoes? Well, here in Quebec, 20 years ago, we didn't see that many of them. Now it's between 6 and 12 every year, tornadoes that are affecting infrastructure, houses, leaving people without a roof. This is the new normal, and it is not normal, and we will continue to fight to make sure that it doesn't affect more people than it currently does. Because across Canada in 2023 alone, we had more than 230,000 people that had to flee their homes and were evacuated because of climate emergencies, from floods to fires. An entire capital in the Northwest Territories that was evacuated because of the horrendous fires. So this is not just a humanitarian crisis, it's also becoming a public health emergency. Last year and the year before, we had the smoke from the wildfires affecting people here in Montreal, in Ottawa, and Toronto, with concrete impacts on the health of children, of elderly people, of people who have already cardiovascular diseases, and we haven't seen the end of it. We will see the long-term consequences of breathing that smoke in the years to come. When it comes to the economic toll of the climate emergency, we're talking about billions of dollars. In 2023, the insured losses were up to $3.1 billion, but that doesn't include uninsured property, infrastructure. We're talking about costs that average or that are close to $9 billion. But that's just for 1 year. And looking forward, the Canadian Climate Institute is warning us, all of us, that the cost of the climate emergency could go up to $100 billion, and that's by 2050. Now, when insurance companies are raising red flags, we need to listen. Some insurance companies are already not covering new homes or existing homes in high-risk areas, and that is creating a risk, of course, for lenders. There are people who are bracing for a housing crash because of the climate emergency, because many of our communities right now are in danger of seeing homes being swallowed by the sea or by wildfires. The burden of this is also transferred to the municipalities, and they don't have the cash necessary to adapt the infrastructure needed to face climate change. So Canada right now is not on track to meet its climate targets and its climate goals. In fact, we've missed every single target we have committed ourselves to since the Paris Agreement. Our emissions have actually risen, and we're the only G7 country where that's the case. This is not a great thing for Canada, for Canadians, nor is it for the rest of the world. Because while the rest of the world pledged to limit warming to 1.5 degrees Celsius, we know that we're going past that right now. And it is likely that in Canada, because of our northern geography, we reach levels of warming that could go up to 3 degrees with devastating consequences. If we stay on this path, we will face droughts in the prairies. We will face crop failure in Ontario. We will have more communities affected by floods, by wildfires. This has concrete, direct results and effects for communities across this land. It's not just a forecast, it is a timeline, and it is one that we need to pay attention to in this election. But there is another way. There's a just way, there's a green way, there's an ambitious way. Our party, the Green Party, will table a climate act that will mandate science-based targets. We want to reduce emissions by 60% by 2030. And when we talk about
reaching zero emissions. We're talking about real zero, not net zero, and we want to reach that by 2050. How do we do that? We need every economic sector to have its own carbon budget, and polluters who go beyond that budget, they need to pay, not taxpayers, polluters. And we need to eliminate the fossil fuel subsidies. Canada continues to fund this devastating these devastating enterprises in this industry that is largely owned by foreign investors at the expense of Canadians, at the expense of our future, and this is simply not something that we can continue. We need instead to invest in renewables. We have solar, we have wind, we have every possible renewable energy forms that could transform Canada into an energy superpower fit for the 21st century. That is not what we're hearing right now from the Conservatives or the Liberals, who want to take us back to the age and the days of fossil fuel exploitation. Under a green government, there will be no further exploitation and exploration project in this country. We want to make sure that this industry stops by 2045. Now, of course, that requires government to take care of the workers of that industry. There are tens of thousands of Canadians that work in the oil and gas sector, and we want to take care of them through a Just Transition Act to guarantee income support, retraining, dignified retirement possibilities for oil and gas workers throughout the country. But that's also why we've announced a few days ago that we would be launching a National Civil Defense Corps to create thousands of jobs for people who want to help Canada rise to the challenge, defend our communities, and increase resilience in the face of climate change and the emergencies that we see all around us. Rebuilding this country is about making sure that every single Canadian is safe in the face of climate change. So climate change is a threat, and it is one that we all need collectively to address right now. But we also need to talk about environmental justice. Elizabeth May, in this last parliament, was able to pass Bill C-226 about environmental justice, and we want to ensure that we create the National Office for Environmental Justice to make sure that there is no more poisoned water in so many Indigenous communities, that we protect vulnerable people from the effects of pollution throughout this country. Climate justice is also about reconciliation throughout Canada. Let's be clear, we are out of time now. We have 5 years to truly transform our economic systems to free ourselves from our dependency on climate affecting fossil fuels. And that will determine whether Canada can actually lead in the 21st century's economy or become a cautionary tale. On our end, we are choosing action. It's unfortunate to see the Liberals cut the budget for IPCC scientists right now at a time when we need more Canadian science and participation in international discussions around climate. We see right now that the Liberals are abandoning more and more the climate agenda. Nothing quite so surprising after seeing this government fund a pipeline over the past few years with our tax money. But this is something that we pledge to address in this coming parliament. We need more green voices in Ottawa to make sure that we have real climate action now. Thank you. Merci. Any questions? Mr. Pedneau, the last Canada carbon rebate arrives tomorrow. This payment obviously arrives during an election. How appropriate do you think that is, especially since the rebate is paid in advance of Canadians paying the carbon tax? In other words, this is for you. It's money that a lot of people have been spending because of the carbon tax, right? So it's a rebate. Canadians are entitled to receive that rebate. Of course, however, it's not the best time when it happens in the middle of an election campaign. I think that a lot of people will criticize this as being a bit of a Liberal gift right before the polls. But let's be clear, the Liberals are backtracking on climate action at a time when we need more aggressive climate action to protect communities throughout the country. We are seeing a Liberal government that fought tooth and nail to defend its carbon tax, a carbon tax that we also supported because it was the only action that this government actually took on climate. But now they have backtracked on
the carbon tax because it was subjected to attacks from the Conservatives. I don't call that courage. I don't call that pragmatism. I think courage and pragmatism calls on Canada to really decrease its emissions and help Canadians face the climate emergency, transform our economy, and help communities decarbonize our economic systems. That is what pragmatism and courage looks like, not a Liberal government backtracking because they're under Conservative attacks. Yeah. The Greens have not met all of the criteria required for the federal debates. We did. All three? For the debates? For the debates, we for the did. federal debates. Two of them, Yes, yes. 2 of the 3 criteria. Yes. Yeah. Therefore, there are, some calls, some people who say that you should not be participating. How do you respond to that? I think debates require as broad a participation as possible. I've been on the record saying that I think that even the PPC should be at the table because those are issues and views that Canadians actually hold. I don't agree with Maxime Bernier and the PPC's views, but I think that democracy in Canada benefits from as many voices around the table as possible to make sure that Canadians are well informed ahead of the polls. It is not true that most Canadians right now are thinking about the Liberal Party or the Conservative Party as the only 2 options. There are many other options around the table, the Bloc Québécois, the NDP, Greens, PPC and other parties. I think, we faced challenges in getting at the debates for many, many years before Elizabeth May was finally invited. I think it simply benefits Canadian democracy to have the Greens at the table and as many voices to debate the future of our country. And I'm excited about the debates coming up. Yeah. How is the Green Party's climate strategy fundamentally different from that of other parties? Well, the others don't actually have a climate strategy right now. We're seeing the Liberals say a lot of good things, but when it comes to doing the work, they prefer to fund pipelines and help the industry, the so-called Canadian oil and gas industry that's owned by 70% by foreign interests. With our tax money, they prefer to help that industry continue to extract our resources to help people abroad make more money. And I don't think that's a legitimate or a serious climate policy here. The Greens have been ringing the alarm bell for 40 years about the climate emergency and about the environmental destruction throughout this country. And right now, Canadians are faced with the very real prospect of losing their homes or having to move to other parts of the country because the areas where they live are more affected than others by floods, wildfires. That's not the kind of Canada that we want in the future. As a young person, and I'm meeting with a lot of young Canadians right now, there's a lot of anxiety in the air. And that anxiety is directly caused by these status quo parties that say a lot of good things about the environment, but actually don't put in neither the work or the resources needed to transform our economy the way it needs to face the climate emergency. How will you make Canadians care about climate again when it is no longer a top issue? I mean, especially in this election campaign, right? I think Canadians have been subjected now for the past 4 or 5 years to extreme weather events from coast to coast to coast. They're well aware of the gravity of the climate emergency. But of course, the economy is also in a disastrous state because of decisions by Liberal and Conservative governments alone to facilitate the transfer of wealth from the majority into the hands of a minority. And that means that right now so many of us are struggling to pay rent, pay bills, pay for food, and that's an urgent, immediate priority for many Canadians, and one that I absolutely understand. But that doesn't mean that we can't chew gum and walk at the same time. We also need strong climate action because we know that right now we're about to pass on to our children and future generations a country and a planet that is no longer livable. And I think that's very much on the mind of Canadians, but it will be important for us, and that's why it's important the Greens are actually at the debate as well, to make sure that we discuss climate action in this election. Thank you for your time. Thank you. Oui, Ouais. Est-ce que ça vous dérange Ben non, de pas les du tout. répéter en français? Alors, Absolument. La première question, c'était à propos
Ah ben c'était, je m'excuse, mon français, c'était concernant le rabais Oui. qui arrive demain pour la taxe carbone. Pouvez-vous parler un petit peu de, est-ce que c'est approprié que ça arrive demain? C'est évident que d'envoyer de l'argent aux Canadiens à quelques semaines d'une élection fédérale, il y a quelque chose d'un peu décourageant. C'est pas nouveau en politique canadienne. On fait souvent des beaux cadeaux. Les gouvernements sortants font des beaux cadeaux aux Canadiens juste avant l'élection pour pour essayer de les convaincre de voter de leur bord. De l'autre côté, ce qu'on a vu de la part du gouvernement Carney jusqu'à présent, c'est un recul sur le plan climatique. On a aboli la taxe carbone. On promet de construire des pipelines, de les faire passer à travers la gorge des Québécois. C'est inacceptable. C'est pas un gouvernement qui prend la crise climatique au sérieux. C'est un gouvernement qui, au contraire, veut plus de statu quo, veut que le Canada se transforme en superpuissance énergétique conventionnelle. Ça veut dire plus de sable bitumineux, plus de pollution, plus de destruction de notre environnement. Pour moi, les libéraux, présentement, sont en train de devenir très proche des positions des conservateurs sur le plan climatique et c'est très inquiétant. Concernant le débat, il y a ceux qui ne pensent pas que les Verts devront être là. Comment vous répondez à ça? Oui, j'entends M. Blanchet se plaindre, là, alors qu'il envoie évidemment 75 candidats à travers le pays. Il va quand même participer dans les débats en anglais. Pour moi, il faut avoir autant de voix autour de la table que possible pour préserver puis renforcer notre démocratie au Canada. Les Verts ont absolument leur place au débat pour discuter notamment de la crise climatique. Il n'y a aucun autre parti qui le fait. C'est inquiétant de voir ce type d'attaque de la part des autres partis. Peut-être que M. Blanchet a peur de débattre avec moi, je ne sais pas, mais pour moi, on a besoin d'avoir autant de voix autour de la table que possible. Et là, c'est une belle opportunité pour les Canadiens et les Québécois de découvrir toutes les options qui leur sont présentées dans cette élection. Et votre stratégie climatique, comment est-ce que c'est différente des autres? Les autres partis n'ont pas vraiment de stratégie climatique. Ils ont des slogans environnementaux, ils nous présentent des belles solutions comme si ils se préoccupaient réellement de l'environnement. Mais ce qu'on sait de la part des libéraux et des conservateurs, c'est qu'ils sont plus intéressés par maintenir le statu quo, continuer à financer avec nos deniers publics une industrie qui est possédée à 70% par des intérêts étrangers, plutôt que de se préoccuper des dizaines, des centaines de milliers de Canadiens qui sont présentement affectés par les changements climatiques. Nous, on veut réduire nos émissions, on veut mettre l'argent là où l'argent doit aller, c'est-à-dire pas dans la construction de pipelines, mais dans la construction d'une énergie qui est verte, faire la transition juste pour les travailleurs du secteur pétrolier et protéger notre territoire des terribles événements climatiques qu'on a vus au cours des dernières années. Ça va demander des milliards de dollars. Il faut les investir dès maintenant, pas demain matin. Et malheureusement, il n'y a aucun autre parti qui dit ça présentement. Et présentement, pour les Canadiens, il y a tellement de choses qui concernent les Canadiens. Comment est-ce qu'on met le climat en avant encore? Je pense que les Canadiens ont bien vu et ressenti les impacts des changements climatiques, particulièrement au cours des 5 dernières années. Les gens ont dû fuir leur maison, ils ont perdu dans certains cas leur maison, doivent maintenant penser à déménager. On a des communautés qui sont aux prises avec l'érosion des côtes, avec les feux de forêt. Mais c'est évident que dans le contexte de l'économie actuelle, qui a été créée par les politiques des gouvernements libéraux et conservateurs successifs, qui continuent à mettre plus d'argent dans les mains des plus riches et moins dans les mains du reste du monde, c'est 90 familles au Canada qui en possèdent autant que 12 millions d'entre nous, bien, c'est évident que les enjeux d'équité sociale, d'inégalité sont les plus importants pour la plupart du monde, puis pour moi aussi, puis pour notre parti aussi. C'est pour ça qu'on a une plateforme très forte en termes de justice sociale et économique. Mais ça n'empêche pas qu'on peut faire deux choses en même temps. Et pour nous, la question de la transition énergétique vers des économies, une énergie propre, c'est quelque chose qui va aider les travailleurs et les communautés à travers le pays à regagner et reconquérir le bien-être qui définissait auparavant ce que ça signifiait d'être Canadien.
c'est-à-dire d'avoir un logement, d'avoir une maison, d'avoir un travail qui est bien payé, de pouvoir prendre soin les uns des autres. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on entend des autres partis, mais nous, on va continuer à se battre pour ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien apprécié. Merci. Merci beaucoup. Merci.